Bonjour à tous, bienvenue chez les Chroniques de l'étrange. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le premier épisode des Tragédies du vivant. Donc les Tragédies du vivant, qu'est-ce que c'est ? Les Tragédies du vivant, c'est une série qui va parler d'histoires rationnelles, donc comportant des faits qui peuvent vous arriver à vous et à moi. Voilà. Donc pourquoi je précise des histoires rationnelles ? Parce que sur cette chaîne, c'est possible plus tard qu'il y ait d'autres séries, d'autres histoires, que je traite d'autres histoires qui touchent au paranormal, pourquoi pas raconter des fictions. Y a plein de sujets à explorer dans ce qui est du monde de l'étrange, tout simplement. Et je pense que chaque sujet a son public à trouver, donc voilà, autant en faire pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires en l'occurrence trouvées sur le subreddit Let's Not Meet FR. Donc j'ai trouvé que pourquoi pas raconter des histoires qui se sont passées en France, ça allait pouvoir rendre le truc un petit peu plus frissonnant. Vous allez avoir l'impression que ça avait pu se passer à côté de chez vous, alors que peut-être pas du tout. Mais bon, voilà pour le contexte. Les deux histoires sont malaisantes, par contre je tiens à préciser tout de suite que la deuxième traite d'un sujet un petit peu plus sensible que la première, puisqu'on va parler d'agression sexuelle. Je préfère prévenir, je sais que certaines personnes sont très sensibles vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, soyez pas surprises quand j'arrive sur la deuxième histoire. Donc on va commencer par l'histoire de Charlie 1454-12. Donc pour l'histoire de Charlie, on va commencer par une petite mise en contexte. Mon histoire se passe fin 2019, début 2020. J'avais 15 ans cet hiver-là, j'ai 22 ans cette année. C'est le soir, entre 19h et 20h. Ma mère est au travail, donc je suis seul dans notre appartement au premier étage. Je prenais une douche bien chaude. La salle de bain se situe au niveau du mur adjacent, celui de la porte d'entrée. Je laisse toujours la porte de la salle de bain ouverte pour laisser notre chaton entrer et sortir comme il veut pour découvrir l'appartement. Je peux donc voir la porte d'entrée depuis l'entrebâillement de la porte. Aussi, la salle de bain possède, en haut du mur face à la douche, des carreaux floutés qui donnent sur la cage d'escalier, ce qui me permet de savoir si la lumière des escaliers est allumée ou non. Pour finir, le rideau de douche est opaque, alors je dois l'écarter pour voir la pièce. Alors j'espère que vous comprenez la mise en place de la salle de bain, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que tout simplement quand elle est dans la douche, elle ne voit pas directement dans le couloir, mais elle a un aperçu via les carreaux floutés. Je pense que c'est le principal à retenir. Au moment où je me rince les cheveux, j'entends des bruits venant de la porte d'entrée. Je ne m'inquiète pas immédiatement. Je me dis qu'il y a eu un courant d'air ou que le chaton s'est appuyé contre la porte. Le temps de cette réflexion, le bruit commence. Plus fort et plus longtemps. Je coupe l'eau, j'écarte le rideau de douche et je jette un œil vers l'entrebâillement. La porte d'entrée est secouée d'avant en arrière très violemment. Je commence à avoir peur. Je me dis que quelqu'un essaie d'entrer par effraction. Mais qui cambriolerait une maison alors qu'on entend clairement le jet de la douche depuis l'extérieur et qu'on peut voir la lumière de la salle de bain allumée ? Autre constatation effrayante, la clenche reste droite, parfaitement à l'horizontale, comme si la personne de l'autre côté ne savait pas se servir d'une porte. Voire qu'elle ne touchait même pas la poignée pour essayer d'ouvrir. Après une longue minute, peut-être deux, les secousses cessent. Malheureusement, après quelques secondes, elles reprennent de plus belle. Ceci continue en boucle pendant une vingtaine de minutes. C'est long, d'après mon estimation. Pendant ce temps, je constate un autre détail inquiétant. La personne derrière la porte d'entrée ne s'arrête pas lorsque la lumière de la cage d'escalier s'éteint automatiquement, ne s'interrompt pas pour la rallumer, comme si la lumière se rallumait toute seule. Les pauses dans les secousses ne sont pas d'accord avec la lumière. Après de longues minutes de terreur où j'envisage le pire, les bruits et la lumière s'arrêtent définitivement. Je reste immobile dans la douche, encore à moitié recouverte de savon, et attends patiemment le retour de ma mère. Vers 20h, ma mère rentre donc du travail. Je pleure en lui expliquant rapidement ce qui s'est passé à travers le rideau de douche. Elle ne me croit pas, mais je me sens quand même suffisamment en sécurité pour terminer ma douche. Dernier détail perturbant, je n'ai entendu aucun bruit de pas lorsque la personne est repartie. C'est-à-dire entre l'arrêt des secousses et l'arrivée de ma mère, qui me jure n'avoir croisé personne dans l'immeuble des 2 étages à peine. D'ailleurs, les 2 employés de la pizzeria au rez-de-chaussée, dont la porte arrière donne sur la cage d'escalier, ne disent avoir rien remarqué non plus, alors qu'elles travaillaient à ce moment-là. Plus rien de ce genre ne s'est reproduit depuis, je ne saurais jamais qui était derrière cette porte, ni pourquoi cette personne voulait entrer. Alors, cette histoire est, ma foi, plutôt sympa. Cependant, je trouve que la personne, elle essaye un petit peu d'intégrer un côté paranormal à l'histoire, dans le sens, la porte essaye de s'ouvrir sans que la porte... On essaye d'ouvrir la porte sans clencher, on n'a entendu personne passer, on n'a rien vu, etc. Je pense que c'est explicable assez facilement.
typiquement quelqu'un de bourré, en fait, pourrait juste vouloir traverser une porte en rentrant dedans, en mettant des coups d'épaule sans essayer forcément de clencher. Et de toute façon, si la personne veut défoncer la porte, le but c'est pas de clencher et d'ouvrir, c'est de rentrer fort dans la porte. Et pareil pour ce qui est de ta mère qui a croisé personne, tout simplement, le timing est pas parfait. Et pareil pour les employés de la pizzeria, peut-être juste que à ce moment-là, elles avaient du travail à faire. Il pouvait y avoir du bruit là où elles travaillaient, je sais pas, n'importe quoi. Mais je pense qu'on peut pas avoir de doute sur le fait que ce qui se soit passé soit rationnel. Ça n'en fait pas pour autant une histoire qui n'est pas effrayante. Mais bon, malheureusement, c'est très commun, les tentatives d'effraction chez les gens de ce style. Force à toi. Maintenant qu'on a terminé la première petite histoire, on va pouvoir passer à la deuxième. Donc la deuxième histoire est, je trouve, plus malaisante, un peu plus effrayante. Elle raconte une soirée d'anniversaire qui avait l'air tout à fait classique, qui a pris une tournure, pour le moins, plutôt glauque. Alors l'histoire provient toujours du subreddit Let's Not Meet FR, et cette fois-ci j'ai pas réussi à retrouver le pseudo de la personne qui a rédigé l'histoire, donc ce sera anonyme. Donc l'histoire se passe en décembre dans un Ibis Budget à Toulon Centre. Nous étions 4 potes dans la même chambre pour mon anniversaire, mes 18 ans. Je précise, j'étais avec 3 amis il y a 3 ans. On va les nommer comme ça. Le A, le G et le M. Donc pour rendre l'histoire un petit peu plus fluide et moins désagréable à entendre, je vous propose qu'on appelle le A Adrien, G Grégoire et M Mathieu. Donc, vers 4h du matin, je me fais réveiller par un énorme boom bien sourd venant de ce qui semblait être le plafond. Un de mes potes était déjà réveillé. Grégoire, en train de bouffer mon gâteau d'anniversaire en scred, pendant que nous dormions. Donc on se regarde en mode « C'est quoi ça ?» au début. On pense que ça vient de la chambre au-dessus. On en rigole presque, parce que sérieusement, qui déplace des meubles dans une chambre d'hôtel à 4h du matin? Sauf que très vite, on comprend que ça vient de la chambre d'à côté. Et là, on commence à entendre des bruits beaucoup plus violents. Des coups, du mouvement et surtout des cris. Pas des bruits normaux, vraiment des cris qui mettent mal à l'aise. 2 de mes potes, Grégoire et Adrien, pensaient que c'était juste un couple qui se disputait ou qui couchait ensemble. Mais moi, cela me paraissait pas du tout normal. Un autre ami, Pierre, est du même avis. On sent tous les deux que quelque chose cloche, surtout que l'on commence à bien entendre des hurlements et même des ordres. On décide de ne pas intervenir directement. On ne sait pas combien ils sont, car ils sont à un étage où les chambres peuvent être pour des groupes de 4, ni dans quel état les personnes sont, et non plus s'ils sont armés. Un détail nous a marqué. Le couloir sentait extrêmement fort le cannabis. Pas une odeur légère, vraiment un truc qui prend à la gorge. J'ai senti des centaines de fois cette odeur, mais là c'était d'une puissance incroyable. Au début j'avais comme théorie que c'était possiblement un abus sur une femme lors d'un tournage X, comme il y a beaucoup d'affaires liées à ça. À un moment, on entendait du son très fort dans leur chambre. C'était très clairement un film d'horreur mis sur la TV de l'hôtel, probablement pour cacher les bruits. Mais ces TV sont économiques, elles ont 15 ans, et malgré l'audio, on entendait les coups et les hurlements qui s'intensifiaient au fur et à mesure de la soirée. Il y eut des cris de douleur et encore des ordres. On a ouvert notre fenêtre. La leur était aussi, malgré le froid de décembre, ouverte. Et on essaie d'écouter et d'enregistrer. Mais avec le vent qu'il y avait cette nuit-là, c'était plus facile d'entendre si fenêtre était fermée. Et arrive un moment bref où on peut apercevoir la femme, très peu de temps, s'approcher une première fois de la fenêtre puis repartir. C'est là que mon ami Grégoire me dit « Je crois qu'il est en train de perdre sa femme ». Mais nous étions à des années-lumière de savoir ce qu'il s'y passait vraiment. On l'entend très clairement se faire frapper et jeter contre les murs. Puis, il y a eu la chose de trop. Elle a passé ses 2 jambes par-dessus la fenêtre. À ce moment-là, notre sang se glace. Mon pote, qui a vu en premier la femme commencer à enjamber la fenêtre, a crié « Non madame, ne faites pas ça, on est là » et a dit « Mec, elle se jette ». Petit rappel, on était je crois au 5e étage, l'un des plus hauts. Et d'un coup, quelqu'un à l'intérieur la tire violemment en arrière. On sort de la chambre, on tambourine la porte. Je tape fort, puis Grégoire tape beaucoup plus fort. On est à la limite d'enfoncer la porte. Je décide alors de courir vers l'ascenseur pour aller à l'accueil, pour que quelqu'un avec un pass puisse ouvrir la porte. L'attente de l'ascenseur semblait être une éternité, surtout que la subtilité était que j'entendais un mec hurler sur mes collègues, mais je n'avais aucun visuel. En fait, l'étage était en forme de T, à la racine, en bas de la lettre, le hall des 2 ascenseurs, donc aucun visuel sur les chambres de gauche ou de droite. Nous étions à droite. Notre chambre
était l'avant-dernière, la leur, la dernière. Du coup, petite fun fact, quand le mec s'est mis à hurler, mes 3 potes ont eu peur et se sont enfermés. J'arrive à l'accueil, j'explique difficilement qu'il y a une femme en danger, qu'elle a essayé de probablement se jeter de la fenêtre. Et là, la réponse de la personne est tout à fait choquante. Ah putain, casse les couilles. Tu vois, là en plus j'étais en train de préparer les petits déj, donc bon, attends 2 minutes, je vais pisser. Et après, on remonte à l'étage. Quand on remonte à l'étage, tout est presque silencieux, pendant quelques secondes. Je toque discrètement à ma porte pour que mes amis nous rejoignent. Ils ont peur d'ouvrir, car ils ont peur de trouver derrière la porte quelqu'un de mal intentionné. Puis, après environ 2-3 minutes, les cris reprennent. La réceptionniste toque, et puis plus rien. Il retoque en disant qu'il va entrer. Au moment où il passe sa clé, une femme blonde ouvre la porte et sort en courant. Elle s'enfuit de l'hôtel par la même occasion. La personne est maculée de sang avec du maquillage qui a coulé partout sur son visage. Puis, un homme de 50 ans, complètement défoncé, se met à sortir en titubant. Il avait le crâne dégarni et de la bave qui coulait de la bouche. À ce moment-là, le réceptionniste se mit dans l'encadrement de notre porte pour que personne intervienne et aussi peut-être pour se protéger en s'enfermant dans notre chambre. Le truc le plus absurde, c'est qu'il revient 20 minutes plus tard et toque à notre porte en pensant que c'est la sienne, en appelant la jeune femme. La réceptionniste est intervenue directement lui disant qu'elle n'était plus là. Il lui a redonné son casque. On a appris que la chambre était dans un état catastrophique. Avec le recul, je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé de A à Z, mais une chose est sûre, on n'a pas imaginé les cris, ni la panique, et que le fameux boom était sûrement juste le bruit du crâne de la jeune femme contre le mur. Et une mort a potentiellement été évitée. Le réceptionniste a indiqué que c'était sûrement une femme escorte et n'a pas voulu appeler la police ni faire de signalement, sûrement pour éviter de perdre du temps et vite rentrer chez lui, car son collègue a repris le relais peu de temps après. J'espère juste que cette jeune femme s'en est sortie. Ok, alors cette histoire, donc, comme je vous l'ai dit, est franchement malaisante. Il n'y a pas besoin de chercher d'explications très loin. Je pense que comme le réceptionniste a expliqué à la personne, tout simplement, ça devait être probablement une escorte ou une personne qui vend ses services qui s'est retrouvée avec un client dans cet hôtel. C'est un truc assez commun de se retrouver dans ce genre d'hôtel pour ce genre de prestations. Et en fait, ça a dû tout simplement mal tourner, comme ça doit arriver malheureusement très souvent. Le client devait être complètement alcoolisé, sûrement drogué, et ça a dû partir en vrille dans la chambre. Donc c'est dramatique parce que par-delà le fait que l'histoire soit malaisante, on peut penser à ce que vit cette femme au quotidien. Je pense que c'est pas la première fois que ça lui arrive, malheureusement. C'est des trucs qui doivent être assez communs dans ce métier-là, et ça rend l'histoire vraiment glauque. Je pense que, petit truc notable quand même, on peut rappeler l'attitude du réceptionniste, du ou de la réceptionniste, c'est pas très précis dans l'histoire, j'arrive pas à savoir si c'est un homme ou une femme, qui a l'air un peu saoulé de la situation, elle a pas l'air de prendre trop ça au sérieux, c'est un peu triste, et malheureusement il n'y a pas de secret pour éviter ce genre de situation et pour protéger au maximum les victimes. Il faut intervenir en fait. Alors bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire parce que souvent on va devoir se mettre en danger malheureusement, mais plus les gens vont intervenir dans ce genre de situation, et plus ça va faire reculer les gens comme cet homme de 50 ans là, puisque tout simplement ils vont penser au fait qu'il y a des répercussions vis-à-vis de leur acte, et je pense que c'est ce qui peut faire changer les choses, mais c'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire. Voilà pour le premier épisode des Tragédies du vivant. J'espère que ma façon de conter ces histoires vous a plu, j'espère que ça a été captivant, que ça vous a fait pourquoi pas peut-être frissonner. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le rendu en commentaire, et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles histoires dans les Chroniques de l'étrange.